Comme chaque année, en ce jour anniversaire, le peuple irakien est mobilisé pour rendre hommage à son guide suprême. Le culte de la personnalité du maître de Bagdad est porté à son comble. Fort de sa conception totalitaire du pouvoir, Saddam Hussein use de la panoplie complète du despote. Populisme, nationalisme exacerbé, terreur policière. Et pourtant, malgré l'opacité du régime, malgré l'absence de toute vie démocratique, malgré les privations imposées par 12 années d'embargo, la population de Bagdad semble mener une vie normale. Dans les lieux publics, des centaines de chansons à la gloire de Saddam Hussein rythment le quotidien des Irakiens. Depuis plus de 30 ans, le maître de Bagdad dirige d'une main de fer le pays, malgré les innombrables complots auxquels il a toujours échappé, comme par miracle. Quelles furent les étapes de la longue marche de cet homme d'origine modeste vers la conquête du pouvoir absolu? Son destin se joue en 1956, quand, à 19 ans, il se lance dans le militantisme révolutionnaire. À partir de cette époque, l'activisme politique va désormais nourrir les rêves du jeune Saddam, né 19 ans plus tôt, le 27 avril 1937, au cœur de l'Irak musulman sunnite, dans un petit village du pays Tikrit. C'est dans cette région, située à 150 km au nord de Bagdad, qu'est né 8 siècles plus tôt, Saladin, devenu le héros du monde arabe. Il sera le modèle du futur maître de Bagdad. C'est au sein de cette société tribale, un monde fermé, au code rigide, où chaque membre est lié par une indéfectible loyauté au clan, que Saddam Hussein a passé son enfance. Une enfance rebelle, de petit orphelin, victime des violences de son beau-père, un homme fruste que sa mère a épousé en secondes noces. Dès le début de sa carrière politique, ce réseau familial, aux multiples ramifications, formera le cercle rapproché de sa lutte pour le pouvoir. Malgré ces archaïsmes, la société rurale dans laquelle a baigné l'enfance de Saddam Hussein est travaillée par les profondes mutations qui secouent l'Irak depuis la fin de la Première Guerre mondiale. En 1920, les 3 provinces mésopotamiennes de l'Empire ottoman, celles de Bagdad, Mossoul et Bassora, sont placées sous mandat britannique. C'est le début de l'Irak moderne, une mosaïque ethnique et confessionnelle de plus de 10 millions d'habitants. Un an plus tard, les Anglais installent sur le trône le roi Faisal Ier. Le pouvoir politique est dans les mains d'une élite sunnite, bien que les chiites soient majoritaires dans le pays. En 1932, la Grande-Bretagne met fin à son mandat, octroie son indépendance à l'Irak, mais maintient sa présence militaire dans ce carrefour stratégique situé sur la route des Indes. En 1941, les Anglais écrasent un coup d'État pro-nazi déclenché à Bagdad par Rachid Ali, une figure historique du nationalisme arabe. Le Moyen-Orient est alors la plaque tournante des forces britanniques face à l'armée hitlérienne qui avance dangereusement en Afrique du Nord vers la frontière égyptienne, menaçant le canal de Suez.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, qui maintient ses garnisons du canal de Suez au golfe Persique, est la cible du nationalisme arabe. À Bagdad, en 1948, une manifestation anti-britannique est réprimée dans le sang. Un grand nombre d'officiers irakiens créent des cellules clandestines et propagent l'idée de la République. Dans ces années troublées d'après-guerre, Saddam Hussein s'apprête à quitter pour toujours le monde tribal de son enfance. À 10 ans, il ne sait ni lire ni écrire, son beau-père préférant l'envoyer travailler au champ plutôt qu'à l'école. C'est le début d'un épisode héroïque de la vie de Saddam Hussein, qui 25 ans plus tard, quand il lance son vaste programme de scolarisation de l'Irak, sera proposé à l'édification des écoliers sous la forme d'une bande dessinée concoctée par les services de propagande. Dès son enfance, notre guide et président Saddam Hussein révèle une force de caractère hors du commun. Humilié par sa condition de petit paysan analphabète, Saddam veut résolument apprendre à lire et à écrire. Le jeune Saddam s'enfuit du foyer familial et se réfugie chez des cousins qui lui confient un pistolet pour poursuivre son chemin, car la région est pleine de dangers. Saddam n'a qu'une idée en tête, trouver asile chez son oncle maternel, Keralat Ulfa, un officier nationaliste. Sous le regard sévère de cet homme intransigeant et pétri d'idéal, Saddam se lance avec courage et détermination dans les études. Quelques années plus tard, il suit son oncle à Bagdad. La capitale de l'Irak est alors le creuset d'une agitation politique nourrie par l'extraordinaire défi qu'a lancé le colonel Nasser à l'Occident en nationalisant le canal de Suez. Nasser devient un héros du monde arabe et des pays en voie de développement. L'Égypte est aussi le premier pays du Proche-Orient qui suscite l'intérêt de l'Union soviétique tant par sa position stratégique que par son idéologie socialisante. C'est à cette époque que Saddam Hussein, animé par une haine farouche des Anglais que lui a transmise son oncle, adhère au Baas, parti de la résurrection arabe. Il en fera l'instrument de sa conquête du pouvoir. Le Baas, aujourd'hui omniprésent dans les institutions irakiennes, est né dans l'immédiate après-guerre en Syrie et en Irak. À l'origine, c'est un parti progressiste qui allie dans sa doctrine nationalisme et panarabisme, socialisme et laïcité. Dès ses débuts, les militants du Baas s'engagent auprès des Palestiniens, dont la cause est partagée par tous les nationalistes arabes. Dans le climat de guerre froide de ces années 50, qui voit naître au Moyen-Orient une floraison de mouvements nationalistes, la royauté irakienne est minée par une contestation sourde au sein même de l'armée, jusque-là fidèle. C'est alors que l'Irak devient un enjeu géostratégique majeur pour les Occidentaux. Le 24 février 1955, à Bagdad, un traité est signé sous l'égide des Anglais pour contenir la puissance militaire de l'Union soviétique tournée vers les pays de la zone asiatique et moyen-orientale. Le pacte de Bagdad, ce système de défense fermement soutenu par les Américains, relie entre eux le Pakistan, l'Iran, la Turquie et l'Irak. À Bagdad, comme dans d'autres capitales arabes, les nationalistes réagissent violemment contre ce pacte. Des groupes d'officiers libres sont gagnés par cette agitation anti-impérialiste. La monarchie irakienne, inféodée aux Occidentaux, s'en trouve ébranlée.
3 ans plus tard, le 14 juillet 1958, un coup d'État militaire dirigé par Abdel Karim Qassem, un général très populaire au sein de l'armée, renverse la monarchie. Le roi Faisal II et tous les membres de sa famille sont assassinés. La République est proclamée. En dépit de l'euphorie qui succède à l'avènement de la République, le général Qassem sent la menace que font peser sur lui ses alliés d'hier. Qassem profite d'une opportunité pour régler ses comptes avec le plus puissant d'entre eux, le Parti communiste, lors d'un rassemblement pour la paix organisé à Mossoul, fief des nationalistes nassériens. La confrontation est inévitable et tourne au bain de sang. C'est pendant cette période de lutte fratricide que Saddam Hussein, âgé de 21 ans, liquide un cousin communiste suspecté d'avoir dénoncé un militant du Baas. Irakien d'origine palestinienne et proche conseiller de Saddam Hussein, Nassif Awad est un membre historique du parti Baas. La première fois que j'ai vu le camarade Saddam Hussein, c'était en 1964 à Damas. Ce fut une brève rencontre. Depuis 1959, il avait déjà fait parler de lui, en particulier lors de sa participation avec d'autres camarades à l'organisation de l'attentat contre Abdel Karim Qassem à Bagdad. La rue Al-Rachid, dans le vieux Bagdad, fut le théâtre de cette action héroïque du jeune Saddam. Elle sera l'un des temps forts d'une fiction de propagande exaltant les années d'apprentissage du futur maître de Bagdad. Saddam Hussein, blessé et traqué par la police, est contraint à la fuite. Ce sera d'abord l'exil à Damas, puis au Caire, où il séjourne pendant 3 ans. Il entreprend des études de droit, mais se consacre surtout à consolider ses liens avec les membres du Baas irakien en exil. Son charisme et son autorité en font leur leader, surtout quand il se rapproche de son cousin, Ahmed Hassan al-Bakr, un officier qui a participé au renversement de la monarchie. Pendant ces années, le général Qassem s'isole de plus en plus des forces qui l'ont porté au pouvoir. Intolérant vis-à-vis des partis politiques et de la hiérarchie militaire, aveuglé par l'ambition, il ne voit pas qu'une conspiration se prépare à l'abattre. Le 8 février 1963, la population apprend par la radio qu'un coup d'État pro-baasiste, dit révolution du Ramadan, a réussi sans que le pays ne sombre dans la guerre civile. Qassem est assassiné. Saddam Hussein rentre d'exil. Le colonel Aref prend la tête de la junte militaire, mais 10 mois plus tard, il évince les baasistes du pouvoir et procède à des rafles de ses militants. C'est de nouveau l'exil pour Saddam Hussein, pendant lequel il s'impose à la tête du parti Baas, qu'il restructure et radicalise. Il fait de fréquentes incursions en territoire irakien, mais malgré son instinct du danger, Saddam Hussein finit par tomber dans une souricière et se retrouve en prison. Mais la tolérance dont il jouit donne la mesure des réseaux qu'il a noués au sein même de la police et de la justice, où les membres de sa tribu sont nombreux et influents. Il apprend la préparation d'un nouveau coup d'État et avec la complicité de ses geôliers, il décide de s'évader. Au matin du 17 juillet 1968,
Les habitants de Bagdad découvrent qu'un coup d'État s'est déroulé dans la nuit, sans effusion de sang. Revêtu d'un treillis militaire, bien que n'ayant aucun grade dans l'armée, Saddam Hussein s'empare d'un véhicule blindé. Il fonce vers le palais où il rejoint son cousin le général Al-Bakr, chef du Baas et nouveau président de la République irakienne. Al-Bakr le nomme au poste clé de vice-président du Conseil de commandement de la Révolution. Saddam Hussein est alors âgé de 31 ans. Militant pro-nassérien, ayant quitté l'Irak en 1963, Kaïs Jewad est historien et dirige à Paris la revue Études orientales. Dès que le coup d'État bassiste de 1968 s'est produit, Saddam Hussein, bien que numéro 2 derrière le président Al-Bakr, était en vérité l'homme fort du pays. C'est lui qui décidait de tout dans le parti et dans le gouvernement. Et depuis ce temps-là, lorsque quelqu'un ose le contredire ou exprimer un désaccord, il l'élimine physiquement. Depuis le premier jour de la Révolution, depuis le coup d'État de juillet 1968, Saddam Hussein a éliminé des personnalités éminentes, y compris dans son propre parti. Cet homme a mis une main de fer sur la scène politique. Il a semé la peur dans le Baas, dans les autres partis et dans tous les rouages de la société. Le 27 janvier 1969, quelques mois après la Révolution, Saddam Hussein organise une sinistre mise en scène, la pendaison de 11 personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël. Les images des pendus de Bagdad font le tour du monde. Un certain nombre d'études et de recherches ont été faites sur la violence propre aux Irakiens. Mais sans entrer dans des considérations de psychologie ou de sociologie, tous les partis politiques, que ce soit les nationalistes arabes, le parti Baas, le parti de l'indépendance ou le parti communiste, tous ces partis avaient des ailes militaires. Comme ces partis ne parvenaient pas à faire passer leurs idées par le dialogue, ils utilisaient souvent la violence, et cette violence, qui tenait lieu d'expression politique, est la seule responsable de tout le sang qui a coulé, la seule responsable de toutes les têtes qui ont été coupées et qui continuent à être coupées. Cette violence est la cause de la diffusion de la haine et du mépris au sein de la société irakienne. Dès le début de leur prise de pouvoir, Al-Bakr et Saddam Hussein sont confrontés à un problème récurrent dans l'histoire de l'Irak, celui des minorités et particulièrement des Kurdes. Fiers de leurs origines et farouchement ancrés dans leurs traditions, les Kurdes, depuis la fin de l'Empire ottoman, se sont toujours montrés rebelles au pouvoir central de Bagdad. De la monarchie à la République, du général Qassem à Saddam Hussein, se sont succédé des révoltes, dirigées par de grands chefs de tribus, comme Jalal Talabani et Mustafa Barzani, que les autorités ont toujours réprimés dans le sang. En 1969, le problème kurde était d'actualité. Les influences extérieures que subissaient les Kurdes créaient des problèmes, aussi bien pour eux que pour l'Irak. Saddam Hussein prit une initiative personnelle en tant que représentant du gouvernement, dont il était le vice-président. En fait, depuis la révolution de 1968,
il en était la tête pensante. Donc, il alla voir Mustapha Barzani et lui demanda « Pourquoi fais-tu la guerre ?» Barzani a répondu « Nous voulons que l'État nous consacre un budget » et d'autres requêtes qui semblaient légitimes. Saddam Hussein lui a répondu que ce n'était pas un motif pour s'entretuer. Vous devriez avoir votre autonomie, votre langue, conserver vos coutumes et vos traditions, une sorte de gouvernement régional qui protège vos intérêts. Et c'est lui qui proposa l'accord du 11 mars 1970. Mustapha Barzani n'a pas cru à cette proposition, mais ne pouvait pas la refuser. Donc, le décret du 11 mars a été annoncé par la direction du parti Baas et il a été décidé, avec Mustapha Barzani, que selon ce décret, la réalisation d'un État autonome démarrerait vers 1974. Malgré les déclarations d'une feinte amitié entre Saddam Hussein et Mustapha Barzani, l'accord d'autonomie du Kurdistan irakien n'entrera jamais en vigueur à cause de la méfiance atavique des Kurdes vis-à-vis de Bagdad. Le traditionnel cycle de violence ne fera dans les années à venir que s'amplifier. Depuis le forage du premier puits en 1927, le pétrole, dont l'Irak possède d'énormes réserves, est rapidement devenu la principale source de richesse exportable du pays. Malgré son nom d'Iraq Petroleum Company, le consortium qui détient depuis l'origine le monopole de l'extraction et de la vente du pétrole est majoritairement aux mains des étrangers. 47% aux Anglais, 24% aux Français, 24% aux Américains et seulement 5% aux Irakiens. L'Irak, à cette époque, était un pays en souffrance. Ses seules richesses étaient sous le contrôle d'industries pétrolières étrangères qui ne le laissaient pas maître de ses décisions. Si la politique irakienne leur déplaisait, elles exerçaient leur mainmise sur la production en diminuant le pompage. À cette époque, un baril valait environ $1. Ce qui veut dire que l'Irak ne faisait pas beaucoup de bénéfices. Son budget s'élevait seulement à 200 ou à 300 millions de dinars. C'est à ce moment que nous avons réfléchi sérieusement à l'idée d'une nationalisation des compagnies pétrolières. C'est Saddam Hussein qui proposa l'idée qui devait faire son chemin dans le plus grand secret. Conscient que son projet de nationaliser l'Iraq Petroleum Company pourrait provoquer une intervention militaire de la part des Occidentaux, comme ce fut le cas dans l'affaire de Suez, Saddam Hussein effectue un voyage officiel en Union soviétique, afin de chercher aide et appui. Il est accueilli au Kremlin avec tous les honneurs réservés à un chef d'État, d'autant plus que sa démarche entre dans le jeu de Moscou qui pousse alors ses pions en Égypte, en Syrie et dans la région de la mer Rouge. Deux mois plus tard, à Bagdad, le 9 avril 1972, un traité d'amitié et de coopération est signé entre l'Irak et l'Union soviétique. Fort du soutien de Moscou, les pourparlers en vue de la nationalisation du pétrole s'engagent. Elle s'annonce difficile. Les représentants de l'Iraq Petroleum Company, persuadés que l'Irak n'est pas en mesure d'imposer ces conditions, menacent de se retirer. Mais Saddam Hussein et al-Bakr, sûrs de leur bon droit, ne cèdent pas à ce chantage et nationalisent la compagnie. Chaque employé étranger de l'Iraq Petroleum doit choisir entre accepter de travailler pour la compagnie nationalisée ou quitter le pays.
Le 1er juin 1972, Al-Bakr annonce officiellement la nationalisation de l'Irak Petroleum Company. Cette nouvelle provoque une explosion de joie populaire. Galvanisé par cette victoire, Saddam Hussein s'impose à la tête du pays et dans le cœur des Irakiens. Grâce à la manne pétrolière et à la présence massive des coopérants soviétiques, civils et militaires, cette victoire ouvre une ère de prospérité sans précédent pour le pays. Le choc pétrolier, conséquence de la guerre du Kippour de 1973, fait exploser le prix du baril. Les recettes pétrolières décuplent, ce qui permet à Saddam Hussein de faire de l'Irak un pays phare du monde arabe. Dans cette dynamique, Saddam Hussein modernise l'agriculture, relie les grandes villes par un réseau d'autoroutes, initie de grands travaux et surtout lance un vaste programme laïque d'instruction populaire et de promotion d'une élite moderne. En quelques années, le nombre d'enfants scolarisés fait un bond de 300%. La modeste université de Bagdad se transforme en une institution de haut niveau. Les femmes ont pour la première fois la possibilité d'accéder au diplôme supérieur. 15 ans après Nasser, Saddam Hussein devient lui aussi l'un des leaders du monde arabe. Son image de héros progressiste, épris de technique et de révolution sociale, suscite l'admiration des dirigeants du tiers-monde. Il participe aux grandes conférences internationales des pays non alignés. Les chefs d'État occidentaux le courtisent et lui fournissent des technologies sensibles, notamment dans le domaine nucléaire. Membre du département international au comité central du Parti communiste, Karen Broutens a été l'un des responsables de la politique moyen-orientale de l'Union soviétique. Une fois, c'est lui qui est venu en Union soviétique. Et une autre fois, c'est nous qui sommes allés là-bas avec une délégation. C'était des rencontres en fait protocolaires. C'est ainsi que je les qualifierais. Saddam Hussein racontait des choses concernant l'Irak. Il posait des questions sur l'Union soviétique, sur nos dirigeants en particulier. Il voulait savoir comment était Brejnev. Et il s'intéressait aussi beaucoup à nos militaires, d'une façon générale à tout ce qui concernait l'armée. Voilà ce que je peux vous dire, qu'il était hospitalier, qu'il avait une façon de se conduire tellement large, il remplissait l'espace. Alors même que déjà à cette époque, il était évident, comment vous dire, que tout son entourage se comportait comme s'il était en présence d'un grand dictateur. Il faut vous dire que ses relations avec les communistes, bien qu'apparemment elles ne rejaillissaient pas sur nos rapports, déterminaient pourtant la façon dont on le voyait d'un point de vue personnel. Cela ne fait pas de doute. J'ai même entendu un jour Kirilenko dire de lui « c'est un bandit », etc. Et de toute façon, Saddam est selon moi ce genre d'homme incapable d'avoir une relation proche avec autrui, sinon peut-être avec sa famille. Vous le savez, il coupait facilement les têtes de ses plus proches compagnons d'armes. Il y a eu le deuxième homme du parti, Abdelrafik al-Samaraï. Il l'a fait mettre à mort. Et aussi son ami personnel, le ministre du Plan, Adnan Hossein Hamadi. Je crois, un ami personnel, qu'il a aussi mis à mort. On m'a raconté en Irak que, par exemple, il pouvait recevoir quelqu'un, disons la femme d'un de ses compagnons d'armes, et l'étreindre, tout en sachant très bien ce qu'il envisageait d'ordonner de faire. Oui, bien sûr, c'est un homme cruel. Mais il ne faut pas le considérer d'une façon trop simpliste. Sur ce qui est une impression personnelle. Et en ce qui me concerne,
J'ai eu la possibilité de suivre plus ou moins ce qui se passait dans le pays, et je peux dire que c'est une figure forte. Le 17 juillet 1979, jour anniversaire de la révolution de 68, après avoir écarté de la présidence son cousin Al-Bakr, Saddam Hussein accède enfin, à 42 ans, au pouvoir sans partage. Dès le lendemain, le 18 juillet 1979, il marque cet événement par un sinistre cérémonial typique des régimes totalitaires. À la faveur d'une réception au palais présidentiel, il convoque les hauts responsables du parti Baas. Entouré par les hommes de son clan, Saddam Hussein annonce qu'un complot couve depuis plusieurs années visant à l'assassiner. Sous l'objectif des caméras, il fait l'appel des présumés coupables qui sont aussitôt saisis par les hommes de la police secrète. Un seul ose demander la parole, mais son destin est déjà scellé. 21 conjurés sont condamnés à mort pour haute trahison et fusillés. Les images de cette purge seront largement diffusées dans les organisations de masse du parti. Rien de tel pour museler toute opposition dans le Baas. Saddam Hussein a eu l'idée du parti unique. Il a inventé le parti dirigeant unique. Tout le monde sait que lorsque le parti Baas signe un accord avec les autres partis, c'est pour s'imposer comme le seul parti dirigeant. À peine au pouvoir, il a imposé son point de vue sur les autres partis. Tout le monde doit lui obéir dans l'État et dans la société. Saddam Hussein a baasisé le pays, l'armée. Il n'y a pas un seul officier qui ne soit baassiste, pas un général qui ne dirige une unité sans être baassiste. Saddam Hussein tient tous les fils de l'armée irakienne, afin que les militaires lui obéissent aveuglément et le suivent jusqu'au bout. Il est le président, le premier ministre, le chef du parti Baas. Il est à la tête du conseil de commandement de la révolution. Il dirige la police secrète, les syndicats, la presse, les médias, l'éducation nationale. Saddam Hussein aime à dire « Un Irakien est baassiste de naissance ». Donc il ne peut être qu'au parti Baas, et seul le Baas dirige la société irakienne. À la fin des années 70, le maître de Bagdad est au fait de sa puissance. Les rapports historiquement conflictuels entre l'Irak et son puissant voisin iranien ont été normalisés par la signature d'accords à Alger en 1975 entre Saddam Hussein et le Shah d'Iran pour une démarcation définitive de leurs frontières. La révolution populaire et anti-impérialiste qui éclate à Téhéran en janvier 1979 met brutalement fin au règne du Shah. Les forces américaines en place se retirent. Le 31 mars 1979, l'ayatollah Khomeini proclame la République islamiste. L'Iran bascule dans un fanatisme exacerbé. Le fondamentalisme musulman, prôné par les mollahs, se répand parmi les minorités chiites dans les pays arabes. Deux conceptions du monde, deux idéologies rivales séparent irrémédiablement les dirigeants de Téhéran et de Bagdad. Les orientations diamétralement opposées des deux régimes ne peuvent mener qu'à l'affrontement. Saddam Hussein craint la contagion.
Surarmé, soutenu par les pays arabes, tirant parti de la déliquescence d'une armée iranienne épurée par le nouveau régime en place à Téhéran, profitant de la faiblesse de son tuteur soviétique qui ne pèse plus d'un poids déterminant dans la région, Saddam Hussein se lance dans la réalisation de ses desseins hégémoniques. En septembre 1980, Saddam Hussein fait une percée de 10 km en territoire iranien. Un territoire où sont concentrés 90% des gisements pétrolifères de l'Iran et la plus grande raffinerie du monde à Abadan. Saddam Hussein croit tenir une revanche historique. Le golfe Persique pourrait bientôt retrouver son nom ancien de golfe arabique. De plus, une conquête territoriale dans cette région du Châtel arabe permettrait au maître de Bagdad d'élargir sa façade maritime et de contrer durablement la République des Mollahs. La guerre éclair dont il avait rêvé se heurte à une résistance farouche et au réveil du patriotisme persan. Les plus hostiles à l'idéologie de l'imam Khomeini sont prêts à mourir pour la patrie. Une guerre sans merci s'enlise sous les regards passifs du monde, rassuré par l'hémorragie des belligérants. La nature du régime militaire irakien, la nature militarisée du parti basse, de l'État, de la société, pousse Saddam Hussein à déclarer la guerre à l'Iran, et cela à cause de petits problèmes frontaliers fréquents entre les pays de cette région. Les pays occidentaux, eux, veulent arrêter le raz-de-marée intégriste afin de protéger les pays du Golfe, et cela était aussi la position de l'Union soviétique. C'est la première fois dans l'histoire de la guerre froide que les deux super grands se mettent d'accord pour aider le régime de Saddam Hussein. Ils sont d'accord pour que Saddam Hussein arrête cette vague d'intégrisme qui vient de l'Iran, mais en même temps, les deux super grands ne veulent pas que l'Irak gagne la guerre, car ils ne veulent pas de modification des frontières. Ils ne veulent à aucun prix non plus que l'Iran l'emporte afin de garantir la stabilité dans la région du Golfe. C'est pour cette raison que la guerre a duré plus de 8 ans. Tous étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas de changement de frontières, pour qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Épuisé, économiquement exsangue, surendetté, traumatisé, l'Iran et l'Irak signent un cessez-le-feu le 18 juillet 1988. Ce conflit aura été le plus long et le plus sanglant de l'histoire contemporaine proche-orientale. 1 million de morts, des centaines de milliers de blessés et de prisonniers. Dans sa guerre contre l'Iran, Saddam Hussein ambitionnait de donner une victoire aux Arabes et d'incarner le rôle d'un nouveau Nasser. À l'intérieur du pays, ce conflit tragique a renforcé le caractère dictatorial du régime. Saddam Hussein, dans sa fuite en avant, se retourne contre sa propre population. Il est confronté à une rébellion qui avait éclaté 7 mois plus tôt, en janvier 1988, au Kurdistan. Les Kurdes irakiens, avec la complicité des Iraniens, avaient profité des circonstances pour entrer en dissidence ouverte avec Bagdad. La vengeance de Saddam Hussein sera terrible. Sur ses ordres, l'armée utilise l'arme chimique contre la population civile. Le 19 mars 1988, 3 jours après les faits, les images de la ville d'Halabja, aux rues jonchées de cadavres d'enfants, de femmes, de vieillards, bouleversent les opinions publiques. Saddam Hussein prend désormais le visage d'un tyran sanguinaire.
Bref, en tout cas, le plus important, c'est que Saddam est devenu une caricature de dictateur. Un dictateur absolu. C'est-à-dire qu'il s'est coupé de fait de l'information pour ne maintenir que les informations qui lui étaient favorables et agréables. Je ne peux pas comprendre autrement les erreurs monstrueuses qu'il a commises. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Koweït faisait partie des provinces ottomanes de la Mésopotamie dont est issu l'Irak moderne. L'indépendance du Koweït, octroyée par les Anglais en 1961, ne fut jamais acceptée par l'Irak, qui nie la légitimité de ce pays. Le 9 août 1988, au lendemain des accords de cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran, le Koweït prend la décision d'augmenter sa production pétrolière en violation des accords signés au sein de l'OPEP. L'initiative koweïtienne est ressentie par Saddam Hussein comme une provocation et une trahison. Il exige alors de l'émirat l'annulation de la dette contractée à l'égard de ce pays pendant la guerre. Bagdad estime avoir payé le prix du sang en défendant les Arabes contre les Perses. Les Koweïtiens ignorent les demandes de Bagdad. Saddam Hussein fait alors savoir qu'il est prêt à se saisir du Koweït. Le comportement de l'ambassadrice américaine, April Glaspie, est difficile à comprendre. Elle est intervenue auprès de Saddam Hussein au moment d'un dernier entretien, une rencontre décisive. Et elle a déclaré que les États-Unis n'étaient pas disposés à se mêler des conflits entre les pays arabes. Réglez vos problèmes entre vous. En somme, dans une langue plus diplomatique, cela signifiait « faites ce que vous voulez ». Bien. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples, mais je peux vous dire que même au moment où on avait déjà annoncé qu'à la frontière étaient massés 200 000 hommes et des tanks, et les Américains n'ont pas fait beaucoup d'efforts. On peut même ajouter que le vice-secrétaire d'État, John Kelly, je crois, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas d'accord de défense avec le Koweït. Bien. De toute façon, Saddam a attaqué le Koweït. Le 2 août 1990, les troupes irakiennes massées sur la frontière avec le Koweït l'envahissent et l'occupent sans coup férir. En quelques heures, Saddam Hussein vient de modifier les rapports de force en se rendant maître des champs pétrolifères koweïtiens. Il assoit sa puissance hégémonique dans la région du Golfe et contrôle désormais plus du 1/5 de tout le pétrole produit à travers le monde. La réaction internationale est immédiate. Les Nations Unies condamnent cette agression contre un de ses membres et donnent le feu vert pour une intervention militaire. Une grande coalition de 30 nations se forme. Thank you. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert débute. Les pilotes américains qui survolent Bagdad découvrent, stupéfaits, disent-ils, une ville illuminée comme Las Vegas. En effet, Saddam Hussein, aveuglé par son orgueil, n'a pas jugé utile de décréter le blackout. Il y aurait eu dans toutes les phases de ce conflit 100 000 morts militaires et civils du côté irakien et moins de 500 du côté de la coalition. Bien, mais ensuite, si on essaie de voir un peu plus loin, d'envisager toute la période de la crise, bien sûr, les Américains et les Soviétiques
avait le même but, qui était d'obtenir au plus vite la fin de l'agression. Mais leurs lignes politiques se sont avérées peu à peu différentes. La ligne politique des Américains devenait progressivement de plus en plus claire. C'était d'abattre Saddam Hussein par voie militaire. Ce n'était pas seulement d'obtenir qu'il quitte le Koweït. Mais c'était surtout l'abattre lui, militairement, pour de bon. Aux États-Unis, pendant ce temps, ils essayaient d'atteindre leurs propres objectifs. Ils mettaient l'Irak hors de combat, le régime le plus puissant militairement au Proche-Orient, et à partir de ce moment, Israël devenait la superpuissance de cette région grâce à l'affaiblissement de l'Irak. C'est la première chose. Deuxièmement, ils assuraient à leurs troupes armées une présence permanente dans la région. Troisièmement, ils élargissaient considérablement leur influence dans cette région. Et quatrièmement, ils montraient au monde entier la puissance de leur appareil militaire. Fin février 1991, 100 heures suffiront aux troupes alliées pour libérer le Koweït. Le 27 février, l'armée irakienne est défaite et se retire dans le plus grand désordre, laissant derrière elle plus de 3000 blindés. Koweït City dévastée et les puits de pétrole en flammes. George Bush incite la population irakienne à se soulever pour renverser Saddam Hussein. Mais les États-Unis stoppent brusquement leur offensive contre la capitale, abandonnant les insurgés kurdes et chiites face à la colère du maître de Bagdad. Le Kurdistan sera protégé par une couverture aérienne et humanitaire des Alliés. Mais au sud de l'Irak, le soulèvement des chiites subit l'assaut sanglant de la garde républicaine, le fer de lance de l'armée irakienne. L'embargo sur l'Irak, décrété par les Nations Unies lors de l'invasion du Koweït, est aujourd'hui maintenu et reconduit. Sa prolongation soulève des interrogations et divise les consciences. Les partisans des sanctions soutiennent qu'elles sont le seul moyen de punir les pays qui menacent la paix. Les opposants, eux, insistent sur les graves préjudices subis par les populations civiles alors que le régime de Saddam Hussein se renforce. Seule certitude, l'embargo n'a fait que renforcer le pouvoir de Saddam Hussein, dont les dérives criminelles n'épargnent pas le cercle restreint de sa parentèle. En 1995, ses gendres fuient en Jordanie avec femmes et enfants. Là, ils révèlent l'existence d'installations secrètes fabriquant des armes chimiques et bactériologiques. Se fiant au pardon de leur beau-père, ils rentrent au pays où ils sont sauvagement assassinés. La vitrine idéologique d'une révolution nationaliste, laïque et socialiste a volé en éclats. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Saddam Hussein est désigné par l'administration Bush comme l'un des complices du terrorisme international. L'intransigeance de Saddam, son refus de se soumettre aux injonctions des pays arabes, de quitter le pouvoir et de choisir l'exil, crée une situation irréversible et le déclenchement des hostilités le 20 mars 2003. Les forces américano-britanniques avancent rapidement à l'intérieur du pays. L'armée de Saddam se disloque, Bagdad tombe sans combat. Le peuple irakien, dans sa grande majorité, est soulagé de la chute du dictateur. Saddam est activement recherché. Les dignitaires du régime tombent les uns après les autres.
Le 13 décembre 2003, trahi par son garde du corps, le maître de Bagdad est arrêté. Quelles forces politiques seront capables aujourd'hui, après tant de malédictions, de redonner aux Irakiens la maîtrise de leur destin et l'espoir de leur liberté ? Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert débute. Les pilotes américains qui survolent Bagdad découvrent, stupéfaits, disent-ils, une ville illuminée comme Las Vegas. En effet, Saddam Hussein, aveuglé par son orgueil, n'a pas jugé utile de décréter le blackout. Il y aurait eu dans toutes les phases de ce conflit 100 000 morts militaires et civils du côté irakien et moins de 500 du côté de la coalition. Bien, mais ensuite, si on essaie de voir un peu plus loin, d'envisager toute la période de la crise, bien sûr, les Américains et les Soviétiques avaient le même but, qui était d'obtenir au plus vite la fin de l'agression. Mais leurs lignes politiques se sont avérées peu à peu différentes. La ligne politique des Américains devenait progressivement de plus en plus claire. C'était d'abattre Saddam Hussein par voie militaire. Ce n'était pas seulement d'obtenir qu'il quitte le Koweït. Mais c'était surtout l'abattre lui, militairement, pour de bon. Aux États-Unis, pendant ce temps, ils essayaient d'atteindre leurs propres objectifs. Ils mettaient l'Irak hors de combat, le régime le plus puissant militairement au Proche-Orient, et à partir de ce moment, Israël devenait la superpuissance de cette région grâce à l'affaiblissement de l'Irak. C'est la première chose. Deuxièmement, ils assuraient à leurs troupes armées une présence permanente dans la région. Troisièmement, ils élargissaient considérablement leur influence dans cette région. Et quatrièmement, ils montraient au monde entier la puissance de leur appareil militaire. Fin février 1991, 100 heures suffiront aux troupes alliées pour libérer le Koweït. Le 27 février, l'armée irakienne est défaite et se retire dans le plus grand désordre, laissant derrière elle plus de 3000 blindés. Koweït City dévastée et les puits de pétrole en flammes.
George Bush incite la population irakienne à se soulever pour renverser Saddam Hussein. Mais les États-Unis stoppent brusquement leur offensive contre la capitale, abandonnant les insurgés kurdes et chiites face à la colère du maître de Bagdad. Le Kurdistan sera protégé par une couverture aérienne et humanitaire des Alliés. Mais au sud de l'Irak, le soulèvement des chiites subit l'assaut sanglant de la garde républicaine, le fer de lance de l'armée irakienne. L'embargo sur l'Irak, décrété par les Nations Unies lors de l'invasion du Koweït, est aujourd'hui maintenu et reconduit. Sa prolongation soulève des interrogations et divise les consciences. Les partisans des sanctions soutiennent qu'elles sont le seul moyen de punir les pays qui menacent la paix. Les opposants, eux, insistent sur les graves préjudices subis par les populations civiles alors que le régime de Saddam Hussein se renforce. Seule certitude, l'embargo n'a fait que renforcer le pouvoir de Saddam Hussein, dont les dérives criminelles n'épargnent pas le cercle restreint de sa parentèle. En 1995, ses gendres fuient en Jordanie avec femmes et enfants. Là, ils révèlent l'existence d'installations secrètes fabriquant des armes chimiques et bactériologiques. Se fiant au pardon de leur beau-père, ils rentrent au pays où ils sont sauvagement assassinés. La vitrine idéologique d'une révolution nationaliste, laïque et socialiste a volé en éclats. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Saddam Hussein est désigné par l'administration Bush comme l'un des complices du terrorisme international. L'intransigeance de Saddam, son refus de se soumettre aux injonctions des pays arabes, de quitter le pouvoir et de choisir l'exil, crée une situation irréversible et le déclenchement des hostilités le 20 mars 2003. Les forces américano-britanniques avancent rapidement à l'intérieur du pays. L'armée de Saddam se disloque, Bagdad tombe sans combat. Le peuple irakien, dans sa grande majorité, est soulagé de la chute du dictateur. Saddam est activement recherché. Les dignitaires du régime tombent les uns après les autres. Le 13 décembre 2003, trahi par son garde du corps, le maître de Bagdad est arrêté. Quelles forces politiques seront capables aujourd'hui, après tant de malédictions, de redonner aux Irakiens la maîtrise de leur destin et l'espoir de leur liberté ?